En direct avec Kenny Sherry, nouveau projet. Kenny, déjà là, j'ai pas mis la bonne bannière. Je sais pas si tu es prêt. Je vais te montrer ça. J'ai fait une vidéo pour notre nouvelle émission. Là. Le budget est dans le plafond, regarde ça. Ceci est un projet pilote. Laurent versus Kenny. Quand tu as du budget, Kenny, tu saupoudres. Les humoristes vont au vieux clocher de Magog quand ils font des soirées de rodage. Puis là, ils prennent en note les jokes qui fonctionnent, les jokes qui ne fonctionnent pas, puis ils peaufinent leur show pour aller au théâtre Saint-Denis. Nous, on n'a pas le luxe d'aller à Magog enregistrer. Fait que ce qu'on va faire, c'est que cet épisode-là, c'est un hors-série. Ça, c'est un vieux projet que j'ai toujours eu. Moi, j'aime ça m'obstiner, mais j'aime ça m'obstiner de manière constructive, puis qu'à la fin, on est encore amis. Tu sais. Puis si on pense pas pareil, je n'essaie pas de t'amener de mon bord, tu n'essaies pas de m'amener du tien, puis on jase intelligemment. Puis sinon, on ne se battra pas parce que si tu vas m'endormir, ce ne sera pas trop long. Fait que j'ai trouvé des sujets. Euh, Regarde ça, Kenny, aussi en bas d'écran. Tu vois, il reste juste les commanditaires, vous nous envoyez de l'argent, puis entre les deux parenthèses, je mets vos noms. Ouais. C'est vraiment bien pensé. On est prêt à prendre des transferts sur PayPal, right? Ouais. Là, Kenny, il y a une question, moi, je me pose depuis à peu près 50 ans. OK? Les boxeurs cubains qui marchent sur les Jeux olympiques, mais pas qui marchent, là, il y en a qui étaient négligés quand même, il y a des bons boxeurs dans le reste du monde, mais ils ont 4 médailles d'or. Il y en a qui sont vraiment impressionnants. Tu sais, Vincent Morin avait parlé que Arlen Lopez, il y avait la claque de Adonis Stevenson. Alors, ma question, on va commencer, il y en a 4. Qu'est-ce qui vaudrait ces Cubains-là, ce même matin, ils passent pro? Est-ce que moi, je peux, dans ma tête, c'est des top 5. Ils peuvent battre des champions quasiment juste le temps de virer leur endurance sur un 12 rondes puis leur gestion d'énergie. Mais t'es classes où les Andy Cruz, qui était, tu me le dis si je me trompe, le plus impressionnant peut-être cette année. Julio Lacruz, Ronel Iglesias, Arlen Lopez. Les 4 Cubains qui ont gagné l'or, ça vaudrait quoi chez les pros s'ils font c'est quoi le mot, une défection? Oui, une défection, exactement. Je trouve que tu poses une très bonne question. On va finir avec Andy Cruz. Mais mettons, là, si on regarde Julio César de la Cruz, là, il faut remettre en contexte sa deuxième médaille d'or olympique. Il va remporter la médaille d'or dans la division plus haute face au favori Muslim Gazimagomedov. Peu importe, là, désolé de la mauvaise prononciation. Mais c'est très, très impressionnant parce que de la Cruz n'a pas du tout changé son style. Et là, il fallait se dire, là, c'est du moins de 201 livres. Les gars sont gros. Les gars cognent fort. Mais Julio César de la Cruz, si vous ne l'avez jamais vu boxer, boxe les mains basses, il danse sur le ring. Il danse. C'est frustrant à l'affronter. Dans son cas, je pense que chez les cruiserweights, chez les lourds légers, je pense qu'il serait capable, évidemment, de devenir un champion unifié, un petit peu à la manière d'Alexander Usyk, mais il y aura toujours cette petite crainte, c'est pas encore arrivé, qu'il se fasse arrêter. Je pense que c'est arrivé une fois chez les amateurs, je pense, la dernière fois, c'est arrivé en 2018 face à un Américain. Il faudrait que je revérifie. Mais je pense que Julio César de la Cruz, s'il passe chez les pros, il faudrait qu'il le fasse à 175. Il faudrait qu'il revienne à son poids original. Mais le gars a un footwork, des réflexes en mort. La problématique, c'est son âge. Est-ce qu'il a monté de catégorie de poids parce qu'il y avait quelqu'un d'autre puis il voulait donner une deuxième médaille à la nation? Là, mon meilleur exemple, c'est Beterbiev qui était monté puis qui avait laissé Egor Metkontsev gagner la médaille. Lui, s'était essayé plus haut. Il était vraiment allé pour la nation russe, mais où je pense qu'on l'avait forcé. Là, il y avait de la politique en arrière. Ouais, en Russie, il y a toujours un petit peu de politique en sport amateur, donc. Ouais, ça demeure le ROC, mais est-ce que c'est pour ça ou Andy Cruz c'est vraiment établi plus pesant dans les dernières années chez les amateurs? Donc, là, tu parles de Julio Cruz. Excuse-moi. Mais là, il faut remettre ça en contexte. Je pense que théoriquement, tu aurais pu avoir raison, mais qu'est-ce qu'il faut remarquer, c'est que aussi, Arlen Lopez est monté de catégorie de poids. Il n'a pas boxé à 165 chez les poids moyens. Il est allé chez les light heavyweight aux Jeux olympiques. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une transition parce que peut-être il y avait eu un espoir de médaille. En fait, je n'ai pas vraiment vu
de boxeurs cubains, j'avais peut-être manqué chez les 165, chez les poids moyens aux Jeux olympiques cette année. Là, on s'entend, là, il y a comme le top 4 de Souza, Kizniak, Martial et Bashki. Mais en dehors de ça, j'ai pas vraiment eu un nom cubain qui est ressorti vraiment dans les discussions à 165 livres. Donc, je pense que ça se peut que ce soit un choix personnel, mais il reste que chez les pros, il est pour faire défection, puis il ne faut pas oublier l'âge avancé. L'âge avancé de la Cruz joue dans la balance. Il y a encore un edge au niveau de ses réflexes, mais s'il est un petit peu dans la mi-trentaine, excuse, mais en 175 livres, on a quelques tueurs. C'est quoi ça, l'âge avancé? Parce que moi, j'ai 39 ans. Là. OK. Donc, là, on s'entend, là, je veux dire, la plupart des experts sportifs disent que le prime ou l'âge d'or d'un boxeur, évidemment, c'est très relatif parce que là, on sait vraiment comment les athlètes sont de plus en plus bien entraînés, mais traditionnellement, on dit 27-32 ans. Il y a des boxeurs qui arrivent à très bien performer au-delà de ça. Pourquoi? Parce que c'est des boxeurs qui sont, comment je pourrais dire, beaucoup plus concentrés sur des habiletés techniques, une expérience de ring, etc. Mais là, pourquoi on dit 27-32 ans? Parce qu'on prend en compte aussi les habiletés physiques, vitesse, force, réflexe. Est-ce que le meilleur exemple, là, excuse-moi, je t'arrête en sauvage, mais est-ce que le meilleur exemple, ce serait un peu, moi, j'ai toujours vu ça comme ça, Bernard Hopkins versus Roy Jones. T'sais. Roy Jones avait toutes les habiletés, mais quand les réflexes sont lâchés, sa boxe résidait beaucoup dans ses réflexes, tandis que Bernard, c'était le gars plus comme intelligent, prêt à prendre parfois des petits trucs. Mon ami dirait, si tu n'essayes pas de tricher, tu n'essayes pas de gagner. Est-ce que ce serait, pour toi, c'est le meilleur exemple, ces deux-là? Je trouve que c'est un exemple parfait. Faut l'avouer. Là. On va prendre, mettons, l'exemple de Roy Jones. Si vous avez vu les Jeux olympiques de 1988, je tiens à dire que je n'étais pas né. Là. Je les ai regardés en rediffusion sur YouTube grâce à la technologie. Mais on regarde comment Roy Jones a une avance à cause de sa vitesse, de ses réflexes, etc. C'est quelque chose qui lui a permis d'être, à bien des égards, le meilleur boxeur des années 90, pound for pound. Mais à partir du moment où est-ce que ses réflexes commencent à diminuer dans les années 2000, même à la fin des années 90, là, on s'entend. Là, si on regarde certains boxeurs qui sont très compétents, des Antonio Tarver, des Montel Griffin, on voit que Roy Jones, malgré que c'est quand même un phénomène athlétique, il commence à se faire toucher. Et c'est pas Eric Harding qui l'a vraiment le plus exposé? Je pense que jusqu'à un certain point. Le premier à avoir comme créé une brèche, peut-être. Oui, on peut le dire. Moi, j'aurais dit peut-être Montel Griffin dans son premier combat face à lui. Mais c'est vrai que Eric Harding a un très bon exemple par rapport à ça. Donc, il y a cette réalité-là, beaucoup plus que les Cubains, c'est des phénomènes athlétiques, puis on sait c'est quoi leur régime de vie. Là. Est-ce qu'il y a une chance qu'ils passent pro ou il n'y a rien à faire? Tu sais, Arlen Lopez, puis... Ça dépend de la personnalité de chacun. On en a vu des Ricondo, des Lara passer pro, de faire une défection en allant par bateau au Mexique dans des histoires scandaleuses. Mais il y a cette réalité. Comment ils vivent les médaillés d'or olympiques à Cuba? Sont-ils comme traités comme en Ouzbékistan avec une maison, puis un RAV4, puis un chèque? Il faut aussi comparer les niveaux de vie. Ouais, Donc, ouais. évidemment, on a certains champions du monde, champions olympiques cubains, qui vivent, comment je pourrais dire, c'est malheureux de dire, mais je veux dire, un petit peu au-dessus de la moyenne du cubain traditionnel, là. Mais c'est pas du flafla comme un médaillé d'or olympique de l'Ouzbékistan, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a encore comment je pourrais dire, un boycott sur l'île des États-Unis. Ils font pas des pubs de Peugeot avec, comment elle s'appelle, là, la montre suisse, puis tu vas y voir dans les revues de cigares. Disons que ça va être beaucoup plus rare. Donc, il y a quand même un certain prestige et certains avantages ponctuels par rapport au fait d'avoir été champion du monde olympique, mais rien de comparable à qu'est-ce qu'on voit dorénavant dans les pays d'Europe, de l'Est et d'Asie centrale quand tu reportes une médaille d'or comme boxeur. Donc, hey Kenny, tu m'as fait
Tu m'as fait rire cette semaine quand je t'ai dit en privé. Là, je t'ai dit hey, tel boxeur, il a signé chez Top Rank. Là, tu m'as dit, mais Laurent, allume un peu. Toute l'équipe nationale américaine s'en va chez Top Rank 5 minutes après leur défaite, qui devient un peu comme la fin de leur cycle amateur. Est-ce que l'équipe américaine était puissante cette année? Le nom que je vois partout, c'est Keyshawn Davis. Mais y a-tu quelqu'un qui s'en vient en boxe pro réécrire le livre des records? Réécrire le livre des records, je ne sais pas. Moi, honnêtement, Keyshawn Davis, pour de vrai, pour moi, c'est le top dog de l'équipe américaine de cette année. Duke Reagan va être à surveiller chez les pros. La seule chose que j'aime pas avec Duke Reagan, qui a remporté la médaille d'argent, je ne vais pas dire remporté parce qu'il a perdu le combat, là, mais qui repart des Olympiques avec la médaille d'argent face à Albert Barty-Gaziev. Très bon, mais pas beaucoup de force de frappe. Keyshawn Davis, qu'est-ce que j'aime? C'est que, puis j'aime la comparaison parce que ceux qui me connaissent savent que mon boxeur préféré, c'est Pernell Whitaker. Un autre gars de Norfolk, Virginia, un autre talentueux qui sort de là et qui est hargneux. Donc, à suivre là-dessus. À suivre. Là, j'ai une dernière question pour tous parce que là, j'ai été assommé, puis moi, j'ai bien de la mémoire de ce qui se passe puis que de ce qui s'est pas passé, OK? En 2019, si ma mémoire est bonne, le boxeur Gleb Bakshi s'en venait à Québec, dans la place où il y avait les hélicoptères, parce que lui, il est entraîné par... son nom m'échappe. Comment il s'appelle? Andrei Ivichuk? Ouais, mais où il y avait comme une connexion que j'ai pas compris. Là, Boupaz. Et là, Bakshi s'en venait passer pro avec Eye of the Tiger. Il n'a pas passé pro. Et là, il a gagné les championnats mondiaux amateurs où il a battu justement un Cubain. Il a jeté un peu tout le monde à terre. Et là, si ma mémoire est bonne, il a gagné l'argent aux Olympiques, c'est ça? Non, il a gagné la médaille de bronze. Ça, c'est une bonne anecdote parce que là, le top 3 de la division, là, c'est supposé être Kizniak. Kizniak qui n'avait pas perdu depuis 2016. Ouais. Ce gars-là, si vous l'avez vu aux Olympiques, c'est un train. Il lance pendant 3 rounds. J'ai rarement vu ça en boxe amateur. Un gars qui va juste vers l'avant, il essaye de t'arracher la tête. Et 99% du temps, ça marche. C'est le favori. Tu as Eumir Martial qui s'est entraîné aux États-Unis avec Freddie Roach, avec Manny Pacquiao, un Philippin très dangereux, gaucher, boxe, a de la bonne force de frappe, a fait un très beau KO aux Olympiques face au neveu de Vic Darchinyan qui représentait l'Arménie, est avec Gleb Bakshi. Là, surprise, les 3 sont en demi-finale avec un Brésilien qui s'appelle De Souza. Moi, en fin connaisseur de la boxe amateur, mais qui a oublié une leçon de la boxe, tout peut arriver dans un combat. Je gage sur Gleb Bakshi en demi-finale contre De Souza, le Brésilien. Surprise! De Souza gagne la demi-finale face à Bakshi parce que De Souza a boxé à distance, il a trouvé ses angles. Bakshi qui a eu un tournoi olympique qui était, certes, il a quand même la médaille de bronze, mais un petit peu en deçà des attentes. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en finale, évidemment, De Souza qui a créé la surprise en battant Bakshi. Kizniak qui a fait son combat. C'est-à-dire, il te rentre dedans, pitch 100 coups par round, essaye de te faire mal. Il est en avance 28 sur la carte de tous les juges. Et surprise, De Souza réussit à mettre KO le gars qui est invaincu dans les 5 dernières années, qui a battu tout le monde. Et subitement, De Souza devient champion olympique. Donc, moi, je regarde ce combat-là, je suis comme, this is boxing for you guys. Mais Bakshi va quand même avoir une belle carrière pro. D'après moi, il est encore sous contrat avec Eye of Tiger. Non, mais là, c'est ça. J'ai fait des téléphones. Le problème, c'est que Bakshi, ils ont réglé ça sur une poignée de main. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de papier. Puis là, sa valeur a quand même été à la hausse. Fait que là, je ne le sais pas. Mais moi, j'ai connu une époque où, après les Olympiques, on pouvait espérer au Québec de voir retentir un médaillé de bronze puis 1 ou 2 participants. Fait qu'on va voir, là. C'est certain que les Bernard Barré et Anthony Descaries étaient en mode recrutement. On va passer à notre deuxième sujet. Et là, ça, là, je sais que moi, plutôt, on a un petit peu des puristes, là, mais on va trouver le moyen de s'obstiner.
depuis que Floyd Mayweather a ramassé son gros contrat avec Fox à l'époque, je me rappelle plus, là, c'était combien? Showtime, je me rappelle plus c'était combien d'argent, mais si je me rappelle, c'était 6 combats, ça a commencé contre, il me semble que ça a commencé contre Robert le Fantôme Guerrero. Exactement. On a eu quelque chose qui s'est créé en boxe, le côté A de l'équation versus le côté qui était A, B ou C. Ah, il y avait... attention, ça existait avant, là, le côté A puis B. Ah ouais, peut-être que c'est là que je m'en suis plus rendu compte que où ça a été plus médiatisé, tu as raison, là. Mais ouais, peut-être que j'ai pas le bon début, mais en tout cas, tu vas comprendre où je m'en vais. Il y a vraiment un boxeur qui devient comme la vache à lait et que là, si tu veux l'affronter, il va se payer certains avantages. Et là, on parle de Canelo. Je vais y aller avec mon exemple favori. Canelo s'est fait prendre quand il a affronté Mayweather à accepter 152, à accepter le fait qu'il était plus jeune. Donc, Mayweather, il a dit, moi, je vais le régler, le dossier Canelo, mais je vais le régler à 152 où il va être shapé comme une feuille mobile. Et il n'a pas vieilli, fait que je vais le pogner avant sa maturité physique. Il est un peu plus jeune, moins expérimenté, il a réglé le dossier. Canelo a fait la même chose, tant qu'à moi, avec un gars comme Sergey Kovalev. Kovalev venait de se faire brasser, comme dans les autotamponneuses de la ronde un après-midi, contre Anthony Yardet, c'est ça? Le nom je cherche, une chance t'es là. Il s'est fait brasser au 8e. Après ça, on l'a ramené, je pense que c'était 8 ou 9 semaines après. Ils ont joué avec le délai d'entraînement parce qu'ils savaient qu'il était pris, parce que Yardet avait refusé le step aside money. Il avait dit, moi, je ne suis pas venu en boxe pour l'argent, je suis venu en boxe créer l'histoire. Il s'est essayé, ça n'a pas marché. Grand bien lui fasse. Est-ce que, avec tout mon préambule de A et B, Canelo, là, exagère-tu de vouloir affronter Bivol, mais si ça fonctionne, un 175, mais d'exiger 172, puis à quel point les commissions devraient refuser ça, même si on sait qu'ils sont motivés par le S avec 2 barres dedans? Ben, je vais répondre en 2 points. Il y a beaucoup de questions dans la même question. Ouais. Ben, je vais répondre en 2 points. Un, il ne faut pas qu'on soit fâché contre Canelo. Il faut qu'on soit fâché contre le sport. Parce que c'est pas seulement lui qui va faire ça. Si on est tous dans la situation de Canelo, ben oui, on va se payer des avantages. On va se payer des avantages. Et pourquoi? Parce que c'est une game d'argent rendu là. Puis 2, oui, il faut être fâché un petit peu contre Canelo, de ce qui revient à contredire mon point 1. Parce que j'étais comme, Canelo, là, on a un discours, je vous rappelle, là, juste avant le premier combat contre Golovkin, moi, je suis prêt à l'affronter directement ce soir. Moi, je suis là pour faire l'histoire. Ben, écoute, mon champion, si tu es prêt à faire l'histoire, pourquoi tu ne respectes pas les catégories de poids? Ouais. Donc, au pire, il n'y a personne qui va être fâché s'il reste à 168 toute sa carrière et qu'il dit, moi, c'est mon top. Tu sais, Golovkin, il boxait dans une division qui était... Tu sais, Golovkin, là, il aurait probablement été capable de boxer à 154 avec de la déshydratation. Il a décidé que c'était 160. Il a décidé qu'il manageait son énergie comme ça à 160. Exact. Il n'est jamais monté à 168. Voilà. On n'a pas nécessairement voulu. Tu sais. Exactement. Puis, je veux dire, il n'a pas commencé à jouer avec vraiment des notions de contrat, etc. Donc, écoute, moi, je pense que tout le monde qui me connaît, tout le monde qui me connaît personnellement, ils savent, là. Mais moi, c'est l'abus qui me dérange. Est-ce que c'était contre Daniel Gill qui avait quasiment sorti, c'était-tu contre... Là, je parle de Canelo, c'est pas Daniel Gill, mais Canelo, il me semble qu'il avait sorti une clause 157 livres à la dernière minute. Je me rappelle plus de... Je pense que ça se peut que ce soit contre Miguel Cotto. Non, ouais, c'est pas contre... C'était contre un boxeur qui était plus comme... un peu plus discret. T'sais. Puis là, il avait sorti la clause à la dernière seconde. Écoute, le nom va me revenir, mais moi, il y a quelque chose, sans dire qui me dérange, je veux dire, les divisions de poids sont là. Moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment comme jamais vu. Tu sais, Floyd qui affronte, quand il affronte Juan Manuel Marquez avec 250 000 par livre, excellent. 144 livres. Oh, tu sais, 140 ou 147, surtout que... Mais moi, on va y aller avec le sport, là. Canelo, là, moi, j'en suis à me dire que
pourquoi il fait ça? Je veux dire, Bivol, pour moi, il bat Bivol sans trop de difficulté, même à 175 livres. Bivol, c'est un des favoris dans ceux qui pourraient déjouer Canelo parce qu'il a la vitesse puis il a le style un peu plat défensivement. Mais il est tellement bon, Canelo, puis il s'ajuste, il peut avancer, il peut être le pressure fighter, il peut être celui qui est en contre-attaque. Tant qu'à moi, il a tout. Mais c'est un peu ça, parce que moi, je vais t'expliquer mon point derrière tout ça, c'est que l'intérêt d'un boxeur qui semble indestructible comme Canelo, c'est de se mettre en danger. Et là, c'est là que je veux acheter le combat et participer. Fait que là, s'il affronte Bivol à 175, il se met en danger contre un Bivol qui est plus gros. Puis là, c'est là que moi, je trippe à dire « Ah, ça va-tu tenir? » Tu sais, le risque, est-ce qu'il est allé trop loin dans son risque? Là, en réduisant le risque, on réduit mon intérêt. Ouais, mais Laurent, oublie pas quelque chose, là. Saúl Canelo Alvarez, il s'en calisse de l'opinion de Laurent Poulain. Lui, là, il y a une horde de fans fous à travers le monde qui vont payer le combat sur des zones. Et comme, pour de vrai, c'est un génie parce qu'il peut se dire, tu sais quoi, je sais que je vais avoir combien de gens au Mexique, combien de gens aux États-Unis, combien de gens dans le reste du monde qui vont payer sur 2 zones leur abonnement pour regarder le combat. Peu importe ce soit un catchweight, puis c'est comme, hey, si je le fais descendre de 3 livres, ça va être à mon avantage. Ils s'en foutent de ça. Ils veulent juste voir Canelo dans le ring, gagner les ceintures. Peu importe les avantages qui ne devraient pas avoir. Tu as parfaitement raison. Je dis, tant que tu n'auras pas de désavantage financier ou de crowd qui descend ou de billets qui ne se vendent plus parce que tu fais ça, je dis, tu y vas gros comme le bras. Est-ce que, moi te surprendre, mais est-ce que ces choses-là existent même au Québec? Tu sais, moi, je me rappelle, je vais donner l'exemple, puis tu sais, ce gars-là, je le laisserais garder mes enfants, je l'aime comme je l'aime, là, Francis Lafrenière, mais il y a eu une époque où c'était toujours des adversaires de dernière minute, tout s'écroulait, puis on amenait des gars de 5-6 jours, puis tu sais, des fois, ça a joué pour Lafrenière. Je sais pas si tu te rappelles d'un combat contre Attila Koros, OK, il me semble. Ouais, après 1 ou 2 rondes, on se dit, ah ben ouais, tu sais, boxer, le gars, l'autre bord, ça sort vite, puis à un moment donné, il casse, les poumons sont pas là parce que c'est un gars de dernière minute. Kim Clavel, elle vient d'apprendre son adversaire. La confirmation est à 21 jours du combat. Est-ce que, dans le fond, je chiale pour rien un peu sur ces affaires-là? Parce qu'à travers le monde, quand tu es le promoteur qui reçoit, même des matchmakers, là, moi, je suis certain qu'ils se sont déjà dit, check l'adversaire, on sait que c'est lui, appelle les dons dans une semaine au lieu de l'appeler tout de suite. On va le laisser aller travailler à l'usine toute la semaine et on va favoriser notre boxeur. Je pense qu'il y a un petit peu de vérité sur qu'est-ce que tu dis, mais tu sais, il faut aussi remettre ça en perspective. Il y a cette réalité-là que les boxeurs, là, des fois, là, quand on dit ça se peut, en tout cas, ça se peut que tu aies un combat peut-être au Canada, Laurent, dans 3 semaines. Ben, la réalité, c'est que même si le contrat n'est pas signé, ben, le boxeur il est dans le gym quand même. Donc, il faut toujours remettre ça en perspective. Certains boxeurs, il y en a qui ne vont pas. Ouais, je vais donner 2 exemples. Okay? Un que je connais très bien parce qu'il est dans l'écran. Toi, ton dernier combat contre le gaucher de 6 pieds 3, là, tu t'étais gardé en shape, tu étais allé briser un gars qui était sur le poster quand même. Tu n'étais pas le côté A de l'équation à l'étranger chez eux. Oui. Non, puis, ça bon. Jessica Camara, ça c'est mon autre exemple, en se gardant en shape, elle vient d'obtenir une finale sur UFC Fight Pass contre l'aspirante numéro 1 Burgos. Fait c'est un peu ça l'idée, c'est de laisser, tu laisses croire l'adversaire que tu es le côté B, puis là tu viens, dans le fond, tu t'es bien entraîné pour déjouer tout ça. C'est peut-être un peu le remède à ce que j'aime pas de. Ouais, mais c'est parce que je pense que n'importe quel boxeur qui est moindrement sérieux, peu importe sa fiche, va rester dans le gym. Il peut avoir peut-être des circonstances comme, je veux dire, les médicaux, parce que là, t'es à 1 semaine, 2 semaines, le poids du contrat, mais je pense pas que c'est un problème si dramatique dans la boxe. C'est pas un problème si dramatique. Parce que je veux dire, si t'es moindrement sérieux comme pugiliste, peu importe c'est quoi ton niveau, ben t'es dans le gym. Tu fais des affaires, tu travailles. Oh non, mais tu es quand même conscient que ton adversaire pensait te piéger un peu. Là. Lui, il connaissait sa date, il connaissait l'aréna, puis il connaissait le fait qu'il affrontait un droitier depuis
depuis 2 mois, tandis que toi, tu t'es allé te pitcher contre un gaucher de 6 pieds 3. Tu as pris un risque calculé parce que tu savais, tu étais consciente de ton niveau de condition physique parce que tu avais gardé la forme, tu as calculé tes choses, mais tu n'étais pas le côté A de l'équation chez eux. C'est certain. Puis je pense que n'importe quel boxeur, même dans ceux qui s'en vont à la dernière minute, moi j'ai l'impression, du moins c'est ma perception personnelle, moi j'ai vraiment l'impression qu'en général, quand tu acceptes un combat à la dernière minute, parce que tu dis tu vas pour l'opportunité, tu crois quand même à tes confiances de causer la surprise. Moi, je pense dans 80% des cas. Je pense dans 80% des cas, c'est ça. Je veux dire, je vais pas prendre un combat à la dernière minute parce que je dis hey, ça va me faire un beau voyage à Harrisburg, Pennsylvanie. Hey, je vais voir Harrisburg, Pennsylvanie, là. Je vais aller ça va payer un pourcentage de mon loyer. Exactement. Est-ce que tu as l'impression. Moi, dans ma tête, je pense que c'est oublié. Puis, tu sais, Canelo, est-ce que ça ruine sa legacy un peu? Tu sais, puis il n'y a pas personne qui va se rappeler que s'il a battu Bivol, c'était pas au poids. Non, c'est ça. Personne ne va s'en rappeler. Je veux dire, honnêtement, là, Canelo, en ce moment, là, sa horde de fans me rappelle la horde de fans de Floyd Mayweather dans son prime. Je veux dire, il n'y a rien de meilleur que Canelo en ce moment, comme il n'y avait rien de meilleur que Floyd au début, milieu des années 2010. Il n'y a rien qui va battre ça. Donc, son legacy, je pense de toute manière qu'il est déjà sécurisé. Il va juste continuer à faire l'histoire avec des astérix. Et il faut être content. Mais tu vois, j'ai l'impression que ça va finir contre Caleb Plant quand même, puis que la négociation s'est jamais arrêtée pour unifier 168. Mais, je veux te dire une chose. Moi, Bivol, là, je le vois comme un danger potentiel pour Canelo. Ce gars-là, il s'est boxé, la contre-attaque, il a les mains vives. Tu sais, Canelo pourrait quasiment affronter pour la première fois un boxeur qui est plus physique que lui, plus gros, plus grand et plus rapide. Effectivement, tu as raison. Parce que plus Canelo, les avantages, tu sais, les petits crochets de son bord, ce serait peut-être le timing, la précision. Mais moi, ce que j'espère, si c'est Bivol, c'est qu'il s'est peut-être leurré parce que Bivol a proposé souvent d'aller à 168 pour affronter Canelo. Là, si on lui donne 2 mois, tu sais, Bivol, s'il est sérieux, puis que, je sais pas, il est fou à l'entraînement. Non, mais c'est ça, s'il est fou à l'entraînement, puis que là, ça ne fonctionne pas avec Plante qui veut. Parce que, tu sais, Plante, drôle de négociation, là. C'est PBC ou c'est rien, tu sais, puis après ça, ben, il essaie de faire monter les enchères. Fait que, c'est comme en même temps, je le trouve intelligent, Caleb Plant. Il sait que DAZN a les moyens de payer. Puis, on l'a dit tantôt, Canelo a une horde de fans, puis il veut faire l'histoire. Ouais, mais ça se peut que Plante, au lieu de faire un combat à 10 millions, il en fasse 12 à 750 000. Écoute, je pense que le gars, il joue sur le fait que Canelo a ce gros discours par rapport à faire l'histoire, par rapport au fait d'unifier la division. Je veux dire, Caleb Plant, tu as raison. Il peut faire des combats à 750 000 $, ça va rien changer. Mais je pense quand même que sa perspective de négociation, c'est qu'il veut jouer sur le discours public Canelo en croyant qu'il est si bon que ça. On va faire monter J'espère juste qu'un gars comme Beterbiev, qui est double champion à 175 livres, finira pas par accepter un combat, en plein Ramadan à 171,4 livres. Là, je pense qu'Arthur est trop intelligent pour ça. Son équipe savent trop bien quelles sont ses capacités physiques. Ils savent très bien c'est quoi son contexte, sa personnalité. Donc, je pense que l'équipe aux alentours d'Arthur va vraiment prendre les moyens pour qu'ils aient le plus d'avantages possible s'ils doivent affronter Canelo un jour. Ce que malheureusement, je ne crois pas. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion sur Caleb Plant, mais moi, dans ma tête, l'option B, c'est drôle parce que quasiment le bouche-trou à Bivol m'intéresse beaucoup plus que l'option A qui est Caleb Plant à 168 livres. Ben oui. Moi aussi, là, je veux dire, je suis beaucoup plus intéressé par rapport à un duel face à Dimitri Bivol que Caleb Plant. Je veux dire, je comprends le choix de Caleb Plant. 168 livres, il y a une ceinture de champion. Puis c'est quelqu'un que Canelo devrait battre quand même assez, pas aisément, mais assez clairement. Ouais. Mais là, mais c'est fou Canelo parce qu'en se promenant dans 3 divisions en même temps, c'est que lui, ça finira jamais. Il peut battre
Caleb Plant, Bivol, il va rester Beterbiev, Zurdo, puis Benavidez. Puis entre-temps, s'il se débarrasse de Beterbiev, Zurdo, premier, il va se créer quelqu'un d'autre. Exactement. Floyd a pris sa retraite, puis on l'accusait de ne pas avoir affronté un puis l'autre. Moi, c'est vraiment maintenant que c'est comme ça que je vois la boxe. Tu peux plus te retirer, puis t'en as assez fait. Calzaghe s'est retiré, on disait oh, André Ward est là, tu peux jamais vraiment t'en sortir. Là, on va faire un petit détour au local. Ça, c'est une de mes théories que je vais t'amener, puis qui a fait parler beaucoup. Moi, c'est la première fois que je voyais, Eye of the Tiger, parfois, ils se font critiquer parce que ils font ce qu'ils ont à faire. C'est des promoteurs de boxe. Des fois, ils s'emballent un peu. Ce qui leur frappe un peu souvent, c'est qu'on va leur accuser de mettre des jambons devant leurs boxeurs poids lourds. On se rappelle d'une carte à Québec où ils se sont excusés après. Et on va rappeler certains propos de Camille sur Steven Butler qui l'avait comparé à Sidney Crosby. Il y a une petite tendance à s'emballer rapidement. C'est correct. Je dirais que si tu es promoteur de boxe puis tu t'emballes pas, mais tu n'es probablement pas, t'es pas dans le bon domaine. T'sais, un cordonnier, pas supposé avoir peur quand tu arrives avec ta semelle un peu décrochée. Mais le promoteur de boxe, pas supposé d'avoir peur de beurrer double couche. Mais là, écoute bien ma théorie. Sur Makhmoudov, ils se sont fait maganer. Puis moi, je riais parce que, je ne vais pas le nommer, je le nomme à chaque fois, mais l'employé de communication, il se fait téléphoner par, je pense, Ring TV, puis il dit « Ouais, Pavel Sow, c'est un excellent test. » Pas le choix, il ne va pas dire que ce n'est pas un excellent test. Mais moi, je l'avais vu, Pavel Sow, tomber 5 fois en 4 minutes contre Nathan Gorman, qui était à 221 livres avec ses clés dans ses shirts à peser. On pouvait se douter que Makhmoudov, il n'allait pas trop étirer à la sauce, Mais les médias sociaux ont été d'une violence, puis ont été virulents avec Eye of the Tiger le lendemain. Il y avait comme 350 commentaires. Ma théorie, et là je te l'annonce, Camille et Stéphane est au courant de tout ça, il est au courant combien ça coûte des poids lourds, puis il est surtout au courant qu'il va falloir qu'il paye un jour. Mais le timing n'est pas bon. Si tu payes Arslan Beck au Centre Bell contre Derek Chichora, puis que tu swings 585 000 US à Chichora, puis qu'Arslan Beck le bat au 9e par KO après un combat bien balancé quand même. On ne fera pas Fury à Noël. Là. Fury il est pogné avec Joshua, il est pogné avec Usyk, on ne sait même pas ce qui va arriver. Ah, ben, il y a d'autres poids lourds. Il y a d'autres poids lourds de renommée. Là, je veux dire. Non, mais c'est parce que si tu veux, si ton idée, c'est la ceinture, le timing va être meilleur d'investir quand les autres vont arriver proches d'un cheminement, qu'il y en a juste un qui va sortir entre Fury et Joshua. Ils ne sont pas accessibles pour le moment. Ouais, mais Laurent, là, tu es en train de sauter de la première marche à la 20e marche. Là, il y a cette problématique-là. Moi, je crois intimement que Tiger essaye de faire des bons combats avec Arslan Beck, Makhmoudov. Tu l'as dit, là, il y a ce problème-là, des poids lourds, ça coûte cher à faire venir. Et là, on va se dire, là, genre, peu importe l'équipe de boxeurs, etc., là, on est tous sur les réseaux sociaux, on est tous sur YouTube, on check ce qui se passe. Tout le monde. Donc là, imagine donc, je ne sais pas, pour un prospect poids lourd régulier, on est capable de faire venir, je ne sais pas, tu as sorti le nom de... Chichora. Non, je vais y aller. Moi, je pense qu'ils sont classés 12 et 13. Là, tu connais la vieille stratégie. Ouais, 12 à 13, ils vont te mettre top 5. Je vais y aller en plus bas en termes de niveau pour un petit peu plus mieux clarifier. On va dire le nouveau retraité Dave Allen, White Rhino en Angleterre. Ouais. C'est un bon qui est tough. Ben, tu sais, là, peut-être là, si on l'avait amené, je ne sais pas, face à Michael Coffey à la place de Jonathan Rice, peut-être qu'il aurait donné. Comment il s'appelle celui qui avait brisé un os là, en face à Éric Martel-Baouli? Il s'était fait prendre ses stéroïdes après. La montagne, c'était une montagne de muscles qui faisait peur à l'époque. Quel pays? C'est un Australien ou un. Oh, Lucas Brown. Ouais, Lucas Brown. Lucas Brown, il y a juste 3 défaites, je pense. Il quand même une marche en haut de Pavel Sow. Ouais, ben,
Tu sais, admettons, je donne l'exemple, admettons, d'un gars comme SG Akjaba. On appelle Lucas Brown. Peut-être qu'il va obtenir 50 000. Ben là, l'affaire qui arrive, c'est là, il faut que tu remettes ça en contexte. 50 000 pour boxer sur une carte de top rank. OK, belle exposure. Il y a peut-être des chances dans sa tête de le faire. Là, tu as un appel du Canada. Je t'offre 50 000 pour aller te battre au Centre Bell face à Arslanbek Makhmoudov. Puis si tu fais des recherches, c'est comme, OK. Ouais, ça fait peur un peu, les recherches. Dangereux, pas nécessairement connu. Puis tu sais, il n'a pas fait assez de rondes pour qu'on voie nécessairement des faiblesses évidentes. Donc là, il y a cette affaire de l'offre et la demande. Mais ça, Kenny, juste un point. Tu peux trouver des faiblesses si tu regardes le WSB, mais c'est pas tous les boxeurs qui vont avoir les outils pour attaquer ces faiblesses. Tu sais, un poids lourd, il faudrait que tu aies une mobilité d'exception, un peu comme un... C'est pas Junior Fa qui l'a fait un petit peu, tu sais, qui l'a amené à la guerre, mais Junior Fa, c'est une mobilité d'un autre niveau quand même. Ouais, je suis totalement d'accord, mais mon point, là, c'est que les gens qui chassent sur Tiger parce qu'ils sont pas capables de trouver un adversaire d'allure à Arslanbek Makhmoudov, c'est sûr que si je suis un poids lourd de niveau moyen, là, je prends l'exemple de Dave Allen parce que je trouve que c'était un exemple parfait, là, dommage qu'il boxe aujourd'hui, mais moi, si tu me dis, ouais, je t'offre 30 000 pour aller boxer au Canada contre Arslanbek Makhmoudov, je suis Dave Allen, admettons, en 2019. Moi, je veux 60 000 ou 70 000 minimum, là. Faut pas être stupide, là. Il y a un exemple de négociation qui est présent, là. Je te mets un exemple d'adversaire que moi, il m'avait fasciné parce qu'il avait battu un prospect et il l'avait débattu. Nick Webb, l'anglais qui est à 6 pieds 6, 250 livres, qui frappe comme un train. Tu as quand même je pense pas qu'il tiendrait plus que 3 ou 4 rondes, mais non, il n'y a pas de mâchoire. Il donnerait plus que Pavel Soul. Il donnerait plus que Pavel Soul. Puis il y a un rapport. Non, mais c'est parce que je le sais que ça va être compliqué d'amener un Derek Chisora, mais moi, j'ai une autre théorie, OK, que je t'annonce. Dans ma tête, il y a des théories vraiment bizarres. Camille Stéphane, c'est un expert en finance. Okay? Moi, ma théorie, c'est qu'il y a des offres pour acheter la moitié du contrat d'Arslanbek Makhmoudov de compagnies, exemple comme Top Rank, mais que le montant ne plaît pas à Camille. Exemple, on offre, je sais pas moi, 800 000 US pour acheter la moitié du contrat, mais dans la tête de Eye of the Tiger, ils ont le prochain champion du monde. Fait qu'ils se disent, ce gars-là, il vaut 4 ou 5 millions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir nous-mêmes sur lui au Centre Bell à la fin du mois de septembre. On va trouver un autre moyen d'investir en décembre. On va monter sa valeur avec les vidéos qui font le tour du monde. Et quand on sera vraiment prêt, on va faire une entente avec Eddie Hearn ou Bob Arum. On va l'amener sur la grosse télé américaine, sur des réseaux qui existent déjà, des systèmes qui existent déjà, mais au bon prix. C'est que là, présentement, le prix ne plaît pas aux équipes. C'est parfait parce que je veux dire, mettre autant d'argent sur un poids lourd d'un tel potentiel, ben là, il faut que le retour il vaille la peine au niveau de l'investissement. Là. Je veux dire, les gens qui critiquent Tiger, qui veulent les voir contre des prospects, là, je m'excuse, mais l'argent ne sort pas de vos poches. L'argent pour le développement de ce poids-là sort des poches de Camille et Stéphane. À un moment donné, il veut rentabiliser cet investissement-là. Je veux dire, on va se dire, là, n'importe quel boxeur avec un promoteur, là, c'est un investissement où on veut au moins arriver kiff. Puis là, dans le cas d'Arslanbek Makhmoudov, on a un investissement à haut potentiel de rendement. Mais là, ça va être un petit peu plus sur le long terme parce qu'il est dangereux. Donc là, les gens qui se plaignent, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est normal qu'ils pognent des Pavel Sour en ce moment. Les gars, ils veulent pas y aller. Parce que là, mon point que j'essaie de dire tantôt, c'est que non seulement il y a la logique des contrats chez poids lourds, mais il y a aussi la personnalité des équipes. Il y a la personnalité des équipes de négociation qui vont faire en sorte, ouais, ça vaut-tu la peine qu'on aille là-bas? OK, habituellement, on aurait pris 40 000, mais là, je veux 80 000 parce que là, on s'en va en territoire hostile, c'est pas un gros promoteur, y a-tu un réseau de télé, etc. Il y a des contextes.
il y a des contextes. Puis c'est difficile pour l'amateur moyen à concevoir, mais aussi, il y a une question d'orgueil, là. Je veux dire, à un moment donné, quand tu t'en vas te faire tapocher sur la tête, là, ben, tu veux pas, là, mais il y a ce risque-là. C'est sûr que tu essaies d'en avoir pour ton argent. Ben oui, mais là, moi, je peux comprendre que là, je peux comprendre qu'ils veulent faire de l'argent un peu. Mais j'imagine qu'il y a aussi une question de réseau puis de contact. Parce qu'il y a des boxeurs, ça existe là, des boxeurs qui peuvent venir ici puis faire 5, 6, 7 rondes contre Makhmoudov sans nécessairement essayer de gagner. Mais moi, ce que je trouve, là, Kenny, qui n'est pas déplorable, là, mais ce que je trouve, l'exemple de Jonathan Rice est peut-être le meilleur exemple. C'est que Jonathan Rice est venu ici, il a fait 7 rondes en sauvant. Okay? Mais il a rendu service quand même à Makhmoudov, d'un côté expérience. Au moins, il a avancé dans le combat. C'est qu'après Jonathan Rice, c'est parce que c'est Julian Fernandez, le pire, c'est qu'il a essayé, puis moi, il m'avait impressionné, là. Mais il a toffé 3 rondes. C'est un adversaire de dernière minute, mais c'est qu'après ça, c'est Samuel Peters, Dylan Carmen, puis Pavel Sauce, c'est même pas 2 minutes à la gang. Il va falloir peut-être qu'on soit inventif, puis qu'on trouve un autre Jonathan Rice. Regarde, je sais pas, moi, s'il doit en avoir, là, moi j'ouvrirais BoxRec, j'irais voir le top 10, je regarderais qui a fait 10 rondes contre quelqu'un du top 10, je vais donner l'exemple. Mettons un Johan Duhapas ou quelque chose comme ça. Là, oui, à la limite, je vais nommer un Johan Duhapas en version petit budget, Hervan Hubo, double H, au moins il a fait la limite avec Rivas. Ou ça, c'est un autre concept. S'il l'assomme, puis il te le gèle, il te l'endort. Mais au moins, les gens vont se rappeler de Rivas. Il y a ce petit concept-là que moi, j'aime bien. D'ailleurs, pour les gens à l'écoute, ça leur fait des petits scoops. Là. Je vais te donner un petit scoop, puis comment on monte des poids lourds. Tu vas voir, c'est dans la... je te sors ça d'une boîte à surprise, mais ça fonctionne dans notre discussion. Alexis Barrière, le 17 septembre prochain au Centre Bell, pourrait affronter, tiens-toi bien, là. Okay, comme je vais te l'annoncer, j'ai oublié son nom. L'Américain, là, tu sais, l'Américain, tu vas me sortir le nom, l'Américain qui avait gardé au cas où que l'adversaire... Don Hensworth Jr. Exactement. Don Hensworth. Fait que là, ça... Attends, dans son 4 rounds? Non, le premier 6 rondes de barrière contre Don Hensworth. Wow. Ça négocie fort. Puis là, j'ai envie de crier au génie. Parce que le 19e combat de Simon Kane serait le 4e combat de Alexis Barrière. Non, mais il va se battre d'ici là, le 28. Okay. Il va se battre entre-temps. Si ça fonctionne, tout va bien le 28 août. C'est le genre de matchmaking que j'aime. Puis, c'est impressionnant, je vais le dire. C'est pas fait là, encore. Là, c'est des négociations. Non, juste le fait qu'on veuille mettre ça de l'avant, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on appelle être proactif. Mais tu vois, peut-être Makhmoudov, ce serait d'aller chercher des comparables parce que le fait qu'il gagne en 35 secondes, c'est pas quelque chose que je trouve grave. Parce que ça peut arriver chez les poids lourds. Ah ouais. Ce qui est grave, c'est quand le gars venait de tomber 5 fois en 4 minutes. C'est un peu couru après. Là, c'est peut-être de trouver un boxeur qui résiste longtemps à quelqu'un de connu. Puis là, de l'amener ici en jouant le comparable, j'essaierais d'être plus... au moins un gars qui a gagné son dernier combat. Je sais pas, moi, mettons... je m'en allais te nommer Chris Areola, ça coûte cher un peu, là. Mais quelqu'un... faut que tu sortes quand même le shaky. C'est ça qui arrive. À la limite, Sam Peters, c'était pas une mauvaise idée. Il venait de faire ses rondes avec Yuri Fury. Non, mais tu avais la comparaison avec le gros nom. Je sais pas. Moi, trouve-moi quelqu'un qui a fait 10 rondes avec Joseph Parker ou tu. Mais non, t'as totalement raison dans cette perspective-là. T'emmènes-moi pas Marc Demory, là, qui est tombé en 42 secondes. Là. Ben, tu sais, comme je dis, je pense que tu n'as pas tort, mais je pense vraiment que la réalité en ce moment, c'est les gens de Tiger,
ils nous sortent tout le temps des lapins de leur chapeau. Ils Il y a cette réalité-là. sont tenaces. Dans le cas d'Arslan Beck, je pense que ça va être naturellement plus dur parce qu'il y a Mucho Dinero qui est impliqué chez poids lourds. Puis les poids lourds, on ne veut pas prendre trop de risques. Je vais te donner un exemple, un autre exemple. Joe Kuzumanu, okay, que j'ai vu 2 fois en personne quand je suis allé me battre 2 fois aux États-Unis. Je sais, tu n'as pas été impressionné, mais il a un menton, il a tout un menton. Okay? Là, il affronte Daniel Dubois. Okay? Mais mettons qu'il se rend au 6e contre Dubois. Ça ne se rend pas au 6e, je te le garantis. Ben, mettons que ça se rend au 4e contre Dubois, ben, tu pourrais me le ramener contre Arslan Beck, mettons dans pas nécessairement une finale ou un gala au Mexique, ou envoyer Arslan Beck directement à Boston. Puis là, il passe en 1 minute. Mais là, tu feras jouer en loop la comparaison partout dans le monde. Tu sais. Ah, c'est sûr. C'est sûr. L'affaire qui arrive, c'est que je pense qu'après s'être fait assommer par Daniel Dubois, je pense pas que ça va lui tenter d'affronter un autre gagnant dessus. Parce que non, mais dans la tête des gens, c'est trop facile aussi. Des fois, ce que je vais reprocher au monde, c'est, oui, tu as le droit de critiquer Eye of the Tiger. S'ils disent que c'est un solide test, puis le gars tombe en 36 secondes, tu as le droit de critiquer, puis tu as gagné ton point après que l'autre ait fait 36 secondes. Mais tu peux pas arriver et dire, hey, pourquoi vous n'amenez pas Daniel Dubois au Centre Bell? Je peux vous l'annoncer. Pourquoi? Il y a 2000 personnes que si tu leur vends le billet en haut de 50$, commencent à trouver que c'est cher. Puis là, ça fait une belle rentrée d'argent d'1 million. Puis Dubois va en demander 4,5 juste pour commencer à parler au téléphone. Tu sais, fait que, pourquoi ça ne marche pas? Faites vos calculs. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, je peux le comprendre aussi. Tu sais. Hey, Kenny, c'était bon tout ça. Hein? On avait bien de la jasette. C'était un projet pilote. Là, le seul problème, c'est qu'on s'entend un peu trop. Fait que la prochaine fois, je vais essayer de penser à l'inverse de toi pour qu'on chicane. Parce que la chicane, c'est bon pour des codes d'écoute. C'est bon. Puis, hey, merci. Puis, qu'est-ce qui se passe avec toi? Là? T'attends ou t'as un plan en cachette? Je te dirais les deux. On a un plan en cachette. Non, mais ça, il faut que je le dise au monde à la maison. T'es le gars le plus discret au monde. Okay? Je peux te parler 1 heure aujourd'hui. Tout a l'air tranquille. T'as pas l'air en train de... Je penserais pas que tu as le feu dans les yeux puis que tu te bats dans 3 semaines. Puis là, demain matin, je vais lire Kenny Cherry vient d'accepter un combat contre un tel dans 3 semaines au stade Uniprix. Tu sais, tout peut arriver. Là. Ah, je te dirais qu'il y a un plan, mais en même temps, il n'y a rien de définitif. Donc, on va voir qu'est-ce que l'avenir réserve. Là, surtout qu'on le travail au cégep recommence bientôt. Donc, je peux pas accepter n'importe quoi non plus, là, à l'autre bout du monde et manquer des semaines de travail. Tu vas-tu travailler en présentiel ou tu vas faire du streamer? On travaille en présentiel, donc on est de retour en classe. Bon, mais c'est bon. Merci d'avoir été là. Je mets ça en ligne. Puis, si un jour on a des commanditaires, je t'envoie la moitié sur PayPal. Ah, c'est correct. Merci beaucoup. Salut, merci.